Bonsoir, la semaine prochaine, le gouvernement Ayrault prendra sa décision. Quel trajet, quel budget et quel calendrier? Le dossier du Grand Paris Express connaîtra son épilogue. Bienvenue pour le 7-8 sur TV Fil 78, 1 heure en direct entre 18 et 19h pour faire le point sur l'actualité locale. De ce Grand Paris Express, il en sera question avec François Bellini, bonsoir, de la Chambre de commerce et d'industrie dans les Yvelines. Et puis avec François Deligné, bonsoir, maire de Guyancourt, maire PS, également conseiller général des Yvelines. Vous nous livrerez vos sentiments à la veille bientôt de l'annonce donc de cette décision du gouvernement. Pour le moment, les titres en images, les sujets que nous allons développer ce soir dans cette édition. Du cyclisme, le Paris-Nice, la première course européenne de la saison, partira une fois de plus des Yvelines. Le 2 mars prochain, c'est la ville de Houille qui accueillera le prologue et Saint-Germain-en-Laye la première étape. Le département et Versailles à l'honneur aussi en juillet en recevant la dernière étape du Tour de France. Le Grand Paris Express, 200 km de ligne, 72 nouvelles gares. Dans les Yvelines, le projet qui prévoit une liaison directe entre Saint-Quentin en Yvelines et Orly via la gare TGV de Massy pourrait être ralenti. Arbitrage du Premier ministre, je vous le disais, le 15 février. Élu, responsable économique, monte actuellement au créneau. C'est le nouvel an chinois dans quelques jours. Pour la communauté, c'est un moment de recueillement et de fête, toujours très important. Explication avec l'amicale franco-vietnamienne de Montigny-le-Bretonneux qui fête cette année ses 30 ans. Et puis savez-vous ce qu'est le M2M, autrement dit le machine-to-machine, la communication entre deux machines sans l'intervention humaine. Exemple avec une application concrète au sein d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, le relais. Et cette question des objets connectés, nous en parlerons lors de la page économique tout à l'heure avec Claire Cambier. Bonsoir Claire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors ces objets connectés sont de plus en plus présents dans les entreprises. Ce fameux machine to machine, comment ça marche? En quoi permet-il d'optimiser l'activité des entreprises? C'est ce que nous découvrirons avec un expert en M2M de la société Bulle. La page éco dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure donc Claire. Le cyclisme très lié au département des Yvelines. Le Vélodrome à Saint-Quentin qui va ouvrir ses portes cette année. Le Tour de France qui va fêter son centenaire dans les Yvelines avec plusieurs rendez-vous. Et puis le Paris-Nice, plus proche de nous. L'épreuve va débuter le 2 mars. Les précisions, Catherine Zulato et Guillaume Camps. Les amateurs de cyclisme seront certainement sur le bord des routes samedi 2 mars, jour de départ du Paris-Nice, la première course européenne de la saison qui débute pour la 4e année consécutive dans les Yvelines. Il y a tout ce qu'il faut pour la pratique du cyclisme, de la bicyclette et du cyclisme dans le département des Yvelines. Bien sûr pour le cyclisme de compétition, et c'est pour ça que nous revenons régulièrement. C'est la 4e année et nous avons déjà, avec Alain Schmitz, le président du Conseil général des Yvelines, signé une convention pour 4 années supplémentaires jusqu'en 2017. Et un partenariat département-ASO à hauteur de 50 000 € pour ces 4 années. 71e édition donc du Paris-Nice avec un prologue très court depuis Houille, un prologue de 2,9 km. C'est le retour du prologue, assez court, il faudrait que je regarde dans les annales, parce que 2 km 900, je crois que ça fait depuis 2008 qu'on n'a pas eu une si petite distance. Mais c'est pas plus mal, c'est une affaire d'autres spécialistes, c'est pas les spécialistes du contre-la-montre, c'est d'autres spécialistes, ça peut être des sprinters, parce qu'il y a pas mal de relances. Un prologue le samedi et une première étape le dimanche 3 mars devant le château de Saint-Germain-en-Laye que l'on pourra suivre aussi sur le service public. Il est prévu sur France 3 le samedi. La compétition du samedi et celle du dimanche. Une durée de diffusion d'1h30 le samedi et 1h30 sur la fin de la compétition le dimanche après-midi sur France 3 National. Les Yvelines, département du cyclisme, le Paris-Nice en mars et le Tour de France en juillet. Versailles accueillera la dernière étape de la mythique course. La 100e édition du Tour avec le départ de Versailles, comme nous avions fait le départ de Rambouillet pour la dernière étape l'an dernier. Des villes dans les Pyrénées ou dans les Alpes accueillent régulièrement le Tour 2 années de suite. En région parisienne, c'est beaucoup plus rare, voire rarissime, c'est parce qu'encore une fois, nous sommes bien. Et c'est vrai aussi que pour nous, quand vous partez de Rambouillet, quand vous partez de Versailles, c'est prestigieux, c'est valorisant aussi pour nous et pour le Tour en général. En attendant donc le Tour de France en juillet, les amateurs pourront profiter du départ du 71e Paris-Nice les 2 et 3 mars prochains, 166 coureurs engagés.
Le Grand Paris Express, c'est le premier dossier qui nous intéresse ce soir. Ce super métro pour relier la banlieue à la banlieue. Lancement sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Que fera l'actuel gouvernement? Réponse la semaine prochaine. Donc sur ce plateau, François Deligné, je vous le disais, le maire et puis conseiller général des Yvelines, maire de Guyancourt, et François Bellini, qui est membre de la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines. Avant de vous écouter, vous exprimer sur ce dossier, quelques précisions. Où en sommes-nous de ce dossier? Les explications de la rédaction. 200 km de lignes, 72 nouvelles gares, voilà en chiffres le projet du Grand Paris Express, une boucle ferroviaire autour de Paris. Mais le Grand Paris Express, dans son intégralité, verra-t-il le jour? Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault doit arbitrer d'ici le 15 février. Déjà, un rapport suscite la colère d'élus yvelinois. Il est signé Jean-Marc Ozannet. Dans ce rapport, il préconise que la ligne verte, celle concernant le département et le développement du plateau de Saclay, pourrait être repoussée en 2030. Impossible, disent de Légion le président du Conseil général, l'UMP Alain Schmitz, le président de la Chambre de commerce, Gérard Bachelier, et le député maire de Versailles, François Demazière. Ils ont adressé un courrier au Premier ministre. Nous attirons son attention sur l'absolue nécessité de commencer la ligne verte. Or, dans le rapport Ozannet, si la ligne verte n'est pas abandonnée, c'est tout comme, et c'est d'autant plus aberrant que l'OIN du plateau de Saclay doit démarrer, tant sur le territoire yvelinois que sur le territoire de l'Essonne, et que cette ligne verte qui a été portée notamment par Valérie Pécresse et qui a été rattachée aux lignes rouges du Grand Paris est essentielle pour le développement de ce territoire. Dans leur courrier, les signataires proposent un métro léger, en surface, moins onéreux que la proposition de lignes souterraines. Pour rappel, le Grand Paris Express comprend 4 lignes autour de la capitale, rouge pour le nord, orange pour l'est, bleu pour le sud et donc verte pour l'ouest. Cette dernière ligne pourrait relier à terme Saint-Quentin-en-Yvelines à l'aéroport d'Orly, en passant par la gare TGV de Massy, permettant ainsi à Versailles d'être relié en 35 minutes à l'aéroport international. François Deligné, on va débuter avec vous. On a entendu parler des inquiétudes sur l'éventuelle non-réalisation de cette ligne en ce qui nous concerne sur Saint-Quentin-en-Yvelines, avec cette proposition portée également par le député François Demazière et puis par la Chambre de commerce de métro léger, on va dire, une solution alternative. Quelle est votre opinion? Vous ne faites pas partie d'ailleurs des signataires de ce courrier adressé au gouvernement. Sur le fond, au niveau de la ligne verte, il y a eu expression de l'ensemble des élus et j'ai fait partie de ceux qui disaient que cette ligne était très importante et avec un objectif premier, je crois qu'il faut le rappeler, ça a d'ailleurs été dit, c'est la desserte du plateau de Saclay dans son ensemble. Et finalement, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est la partie occidentale du plateau de Saclay. C'est aussi le deuxième pôle économique d'Île-de-France, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, évidemment, on doit avoir cette ligne verte. C'est très important. Et moi, je voudrais dire que la ministre, Madame Cécile Duflot, qui est en charge du dossier, a indiqué que c'est l'intégralité qui doit être réalisée. Donc pour moi, dans l'intégralité, il doit y avoir, je le redis, il doit y avoir la ligne verte. Mais est-ce qu'on fait une solution plus légère, en tout cas, qui serait réalisable plus rapidement qu'éventuellement les arbitrages qui seront... Après, il y a eu le rapport Ozannet. Mais un rapport n'est qu'un rapport. Et sur ce rapport, si la solution trouvée, parce qu'il faut bien le dire, la difficulté qui n'a pas été dite dans le reportage, c'est que entre l'ancien gouvernement et le rapport Ozannet, on découvre qu'il manque quelques milliards. Il manque une dizaine. Puisque ce projet avait été largement médiatisé, mais pas financé. Et si la solution, c'est de repousser dans le temps, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution parce que ça correspond à des besoins. Encore une fois, la ligne verte, elle doit être en même temps que le projet d'aménagement du plateau de Saclay. Sinon, ça n'a pas de sens. Et elle doit répondre aussi aux besoins des pôles que sont par exemple côté Essonne-Massy, mais aussi côté Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines avec ses habitants, mais aussi ses entreprises. Et je dirais même les Yvelines dans leur ensemble. Il est hors de question que les Yvelines ne soient pas servies, si je peux prendre l'expression. Est-ce que pour gagner du temps, justement, pour qu'il soit réalisé, parce que vous nous l'exprimez ce soir, c'est important que cette ligne soit réalisée pour la santé économique. Effectivement, on va soulever cet aspect dans un instant, mais on fait un métro plus léger, c'est une bonne solution. Une remarque plus léger, ça veut dire avec un métro en aérien sur certaines portions et plus enterré, et donc éventuellement qui passerait par Guyancourt en aérien. Non, j'ai toujours de la minière. Il faut pas faire l'erreur de mettre la technologie avant l'orientation. J'ai commencé par dire l'orientation. Nous devons avoir cette ligne structurante. Vous savez, il y a eu un vœu au Conseil général, vous parliez d'une lettre.
Mais je voudrais revenir sur un vœu au Conseil général où on parle de lignes structurantes, à ma demande. On parle de la desserte de 50 ans en Yvelines, à ma demande. Le vœu a été voté à l'unanimité. En fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de rappeler que cette ligne, elle est très importante pour la desserte du plateau de Saclay. Et je voudrais dire que le Premier ministre est venu sur le plateau de Saclay au mois d'octobre et a réaffirmé l'importance de l'opération d'intérêt national. Je ne fais que rappeler ces vérités. Il est donc maintenant essentiel qu'on puisse avancer, évidemment, comme ça a été dit, dans un temps plus court. Quel est le sujet ? Vous dites une technologie plus légère. Eh bien, en tout cas, c'est la proposition qui est faite par le président du Conseil général, notamment Alain Schmitz. Mais rappelons que dans la loi, et ça c'est une force, vous savez, la ligne verte, elle a quand même des forces. Le plateau de Saclay, j'en parlais, nos pôles, j'en parlais. Une autre force, c'est que dans la loi sur le Grand Paris, on dit que pour la ligne verte, on pourrait avoir une technologie adaptée. Le mot adapté, pour moi, veut dire que, vous savez, en termes de niveau de capacité, c'est vrai, on n'est pas comme certaines lignes de la petite couronne. Par contre, si on l'adapte, ça veut dire qu'on peut adapter la technologie. Donc pourquoi nous parler de lignes en aérien ou en enterré ? Adaptons la technologie en fonction de nos besoins. Et vous savez que sur 50 ans en Yvelines, par exemple, nous avons le site propre. Eh bien, je dis, on doit pouvoir, avec des emprises déjà existantes, trouver la technologie adaptée. Mais donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la proposition qui est faite par le président du Conseil général aujourd'hui. Le président du Conseil général, il y a beaucoup de points communs, c'est pour ça qu'on a eu un vœu ensemble. Il faut cette ligne structurante, il faut le faire dans des délais plus brefs. Moi j'ajoute que les financements n'étaient pas trouvés et que donc il faut aussi jouer sur une technologie qui nous permette d'avoir des coûts moins élevés pour pouvoir réaliser dans un temps plus court et répondre aux besoins des habitants et des entreprises. Et je rappelle que c'est possible par la loi, ça ne nous fait pas revenir 3 ans en arrière, puisque pour la ligne verte, il est dit qu'on peut avoir une technologie adaptée. Laquelle ? Eh bien, je dis, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, définissons une technologie en fonction des besoins et pas l'inverse. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver avec un très beau projet, médiatisé, comme je l'avais dit, avec une hyper-technologie. On va parler de métro, automatique, etc. Mais on ne le verra peut-être jamais. Le mieux est l'ennemi du bien. Moi, je préfère qu'on soit sûr d'avoir dans le temps le plus rapproché une vraie ligne structurante. Avoir donc une solution qui soit plus légère. Et avec, alors plus légère, bien sûr, et avec 2 nécessités. La première, ne pas oublier que les habitants, mais aussi les entreprises, leurs besoins, c'est dès aujourd'hui. Et donc, la ligne verte, ce n'est pas un objet comme ça hors du monde. Il s'agit bien de réaliser une ligne structurante qui soit en lien avec les infrastructures déjà existantes, qui ont besoin d'être améliorées. Par exemple, la ligne R, la ligne C, pardon. Rapidement que je passe la parole ensuite à la ligne RER C, elle a besoin d'être améliorée. Elle pourrait aller jusqu'à Coignères. La ligne U a besoin aussi de connaître des rénovations. La tangentielle ouest peut être réalisée et apporter également un confort. Il faut se baser sur l'existant. Voilà, il faut améliorer l'existant et prévoir cette ligne verte dans un ensemble. Il faut que l'ensemble fasse système. Et ça répondra à la fois aux besoins des habitants, mais aussi aux besoins des entreprises. François Bellini, vous partagez cet avis, les propositions qui sont avancées là, même si vous m'excuserez, mais très clairement, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous êtes oui ou non d'accord avec le courrier d'Alain Schmitz ? Mais le courrier d'Alain Schmitz pose les choses dans le sens qui n'est pas le bon. Oui ou non ? Non, ça ne va pas dans le bon sens. Non, sinon je l'aurais signé. Le vœu qui a été voté au Conseil général, c'est un vœu qui a eu l'unanimité parce que le texte a été amendé. Et ce que j'ai demandé, je l'ai dit tout à l'heure, la ligne structurante, etc., a été pris en compte. Si après, il manque des éléments dans le courrier qui a été adressé par Alain Schmitz par rapport à vos revendications et à vos préoccupations que vous avez soutenues au Conseil général. Et moi, je suis pragmatique et je veux que cette ligne soit réalisée. Il ne s'agit pas d'une posture pour dire, voyez, on demande ça au gouvernement. Il s'agit de poser les vraies questions, d'avoir les orientations qui soient portées au niveau d'un territoire. Et après de trouver la technologie. Et moi, je ne veux pas me laisser enfermer dans aérien ou enterré. Pour une raison, je le dis, les habitants de Guyancourt et de 50 ans en Yvelines veulent des améliorations de transport, pas dans n'importe quelle condition, il faut des intégrations urbaines. On ne va pas faire des pylônes et des métros au-dessus des habitations, par exemple. Et là aussi, s'il nous reste suffisamment de temps, on abordera cette question de l'environnement parce qu'elle est aussi importante dans ce dossier. François Bellini, je vous passe cette fois-ci pour de vrai la parole pour que vous puissiez réagir notamment à ce qui vient d'être dit. Oui, je vous remercie. Ce que je voudrais dire déjà, c'est qu'un des enjeux, c'est
pas spécialement le fait qu'on fasse ou qu'on fasse pas. Il me semble, en tout cas si on écoute le Premier ministre fin d'année 2012, où il avait clairement indiqué que la ligne verte se ferait. En tout cas, c'est ce que j'avais compris. Peut-être avais-je mal compris. Mais je pense que c'est la volonté. Par contre, un sujet qui est pour moi le plus important, c'est la mise en place et le phasage. Ce qu'on ne veut pas comprendre, c'est pourquoi il y aurait éventuellement un phasage qui fait que la ligne verte se mette en place en 2030. Et les effets d'un phasage en 2030 pour la ligne verte auraient des conséquences très importantes sur un certain nombre de projets, dont l'OIN Paris-Saclay, puisque je pense qu'on va peut-être on va développer sur cette partie-là et expliquer le contexte dans lequel la colonne vertébrale du Grand Paris, de Grand Métro Express a été mis en place. L'idée, c'est pas de faire uniquement de relier de banlieue à banlieue, c'est aussi de développer des pôles économiques, dont celui de Saclay, qui est pour l'instant en friche, et il y a beaucoup de projets sur ce territoire liés à 50 ans en Yvelines. Tout à fait. Donc c'est ça l'enjeu majeur d'après les entreprises. Donc le phasage est le point le plus important. Donc la demande que l'on a eue dans ce courrier qu'on a effectivement signé avec les institutions que vous avez indiquées, c'est de dire on veut toute la ligne et en même temps que les autres. Mais est-ce qu'on la veut à n'importe quel prix? C'est-à-dire on est prêt à faire des concessions sur la technologie, par exemple, comme le disait François Deligné. Il ne faut pas pour autant, pour résumer ce que vous disiez, vous me reprenez si c'est un raccourci, mais faire non plus n'importe quoi, que ce soit aérien ou enterré. Avec M. Deligné, on est tout à fait en phase sur le fond. Effectivement, les petites nuances que l'on peut avoir, c'est que, effectivement, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs, peut-être, ça on veut bien comprendre, mais notre raisonnement, c'est de dire, s'il y avait éventuellement à réfléchir et à faire des choix, ce qui nous semble être le cas dans les prochains jours, peut-être qu'on peut accepter d'avoir une technologie plus adaptée, peut-être plus économique, pour éviter absolument le phasage. Vous seriez prêt à accepter Alors, adapter, oui, la loi le permet, et sans revenir en arrière, on peut le faire. Plus léger, très certainement, et à mon avis, c'est comme ça qu'on arrivera à adapter. Et ça permettra à la fois d'avoir des financements moins lourds et un calendrier plus rapproché. Mais encore une fois, vous savez, ce qui fait que c'est très lourd, c'est le côté automatique du métro. Réfléchissons à une technologie qui nous permette d'avoir, par exemple, je pense au tram-train ou à toutes les lignes structurantes qui permettent de remplir un objectif sans forcément se retrouver avec des problèmes technologiques comme une ville défigurée. Ça, j'accepterais pas. Et pourtant, vous savez, on discute souvent avec M. Bellini. J'ai beaucoup de relations avec les entreprises, avec la CCI. Je suis aussi vice-président chargé du développement économique pour 50 ans en Yvelines. Je suis certain qu'on a tous l'objectif d'améliorer les transports. Alors, après, il faut trouver la bonne méthode. On va lui donner la parole, même s'il n'est pas autour de cette table. Nous sommes allés le rencontrer. Il nous explique quel est le projet que lui défend, qu'il a soutenu, et les propositions qu'il a fait au gouvernement, le gouvernement qui doit rendre ses arbitrages la semaine prochaine sur ce dossier du Grand Paris Express. Un métro léger, un métro aérien en surface qui colle à la circulation routière, aux infrastructures routières déjà préexistantes. Donc un gain tout à fait considérable, des quais qui sont moins longs, puisque au lieu d'avoir des quais de 200 mètres, vous aurez par exemple des quais de 60 mètres. C'est quelque chose évidemment qui n'offrira pas peut-être le même débit, mais on est très conscient que dans un territoire qui n'est pas encore occupé par la population, qui n'a rien à voir avec la densité notamment de la petite couronne, ne rêvons pas, il n'était pas envisageable d'avoir un métro souterrain lourd. En revanche, un métro léger me semble une situation, c'est pas non plus un tramway, vous voyez, c'est quelque chose de plus costaud quand même, mais directement posé sur le sol, ne devrait pas susciter l'ire des élus tels certains élus de la Ville Nouvelle, pour ne pas les citer, voilà, à Guyancourt, et donc c'est quelque chose qui devrait tout à la fois alléger le coût global de l'opération et inciter le gouvernement à démarrer. Ce que nous demandons, c'est le démarrage de cette ligne verte, surtout qu'elle ne soit pas reportée à 2030. François Deligné, vous allez répondre par caméra interposée à Alain Schmitz qui ont sans doute évoqué votre situation à Saint-Quentin. En tout cas, en écoutant Alain Schmitz, j'ai vu que dans sa réponse, il pensait à ce que j'avais pu exprimer au Conseil général, puisqu'il a parlé des élus de 50 ans en Yvelines qui avaient défendu des positions. C'est très clair. Pour 50 ans en Yvelines, en milieu urbain, il faut une intégration urbaine, ça ne peut pas être de l'aérien. Je note qu'à un moment donné du reportage, il évoque l'aérien, et à un autre moment, il évoque un passage en surface. Donc on voit bien que là, si on prend par la technologie, il y a un problème. Donc il faut réaffirmer le tracé de la ligne et trouver des solutions, et là je partage des solutions plus légères, et moi je propose qu'on utilise le site propre
Avenue de l'Europe, par exemple, il existe. Et je me souviens que dans les années 90, quand il avait été mis en place, on avait dit au début, ça sera des bus. Mais progressivement, on pourra faire évoluer le matériel roulant. C'est le moment. Donc on en revient à ce que vous nous disiez tout à l'heure, se baser sur l'existant, déjà en ce qui concerne cette partie de Saint-Quentin en Yvelines pour développer ce grand métro. On va s'intéresser à la question du financement également et j'aimerais qu'on découvre ensemble cette phrase qui est extraite d'un communiqué de presse du MEDEF Île-de-France. L'entreprise ne doit pas être la seule variable d'ajustement des difficultés financières de l'État. Il faut une réduction du coût des infrastructures, le recours au partenariat public-privé ou l'étalement des emprunts sur une période plus importante. Le MEDEF ne veut pas que les entreprises soient taxé. Est-ce que ça vous choque pour la Chambre de commerce ? Non, pas du tout. Le MEDEF qui s'inquiète de voir les entreprises taxées pour financer. Et on est ce forcément en phase. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que on parle beaucoup d'un grand métro express dans l'avenir. On parle de 2020, 2025, 2030. Les entreprises ont déjà commencé à payer depuis 2 ans. Donc la taxe sur les bureaux existe déjà. Donc les entreprises... On parle d'encore la moduler pour éventuellement qu'elle soit peut-être plus élevée pour financer... Sur les Yvelines, l'augmentation de la taxe sur les bureaux est de 160%, comparée à une augmentation moyenne sur l'Île-de-France de 60%. Donc les entreprises comprendraient d'autant moins de ne pas avoir de ligne verte, évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le rapport aux années a pointé effectivement un complément de budget à prévoir de l'ordre de 9,4 milliards. C'est le chiffre indiqué sur le rapport aux années. Quid du financement ? On espère que, effectivement, pour reprendre ce qui a été dit par le syndicat que vous indiquez, on espère que les entreprises ne seront pas la variable d'ajustement et qu'on n'ait pas encore 160% d'augmentation. On a déjà payé, on attend un retour sur investissement maintenant. Il faut trouver d'autres financements. Les chambres de commerce au niveau régional sont prêtes à étudier, à regarder le sujet du cofinancement et de voir comment on peut mettre des financements en place. Des financements, des partenariats publics, privés. On peut envisager un ensemble d'opérations de ce type-là. Mais en tout cas, les entreprises payent déjà beaucoup. N'oublions pas que nous sommes dans une situation économique actuellement difficile. Donc les entreprises auraient du mal à comprendre qu'on leur fasse payer 10 ans, 15 ans à l'avance. On n'a pas une vision au niveau de l'entreprise sur 15 ans. Si les entreprises ne payent pas, il faudra bien tout de même le financer. Éventuellement, certains parlementaires, que ce soit socialistes d'ailleurs ou MP, évoquent une augmentation des impôts en Île-de-France. C'est une bonne solution, là ? Alors, je vous remercie d'avoir rappelé l'un et l'autre que c'est il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans que cette taxe a été mise en place. À cette époque, donc sous l'ancien gouvernement, à cette époque, j'étais intervenu en séance publique du Conseil général lors des questions à Monsieur le Préfet pour dire ce que vous avez rappelé, Monsieur Bellini, c'est-à-dire qu'il y avait en plus une inéquité formidable, puisque en grande couronne, l'augmentation est beaucoup plus forte qu'en petite couronne. C'est aberrant, puisque finalement, on commence par donner un poids plus difficile, là où, par ailleurs, on voudrait plus de développement. Et j'avais posé la question, comment allons-nous conserver l'attractivité, attirer des entreprises, si au départ, au moment de s'installer, c'est plus compliqué pour elles. Et donc, avant de parler de nouveaux impôts, il faudrait déjà commencer par donner de l'équité là où il n'y en avait pas. Ce que je note, c'est qu'il y a 2 ans, j'étais le seul à le dire. La semaine prochaine, éventuellement, il y aura donc ces arbitrages, sauf s'ils sont encore repoussés. Mais le 15 février, c'est la date de fixée. On va certainement parler aussi du calendrier, mais du financement. Et j'en reste à cette question du financement. Cette hausse des impôts pour les particuliers, ce serait l'autre solution ? Ce serait une bonne solution ? Non, moi je pense que nos concitoyens... Laisser les entreprises tranquilles et taxer les citoyens ? Je pense que nos concitoyens, avec la crise économique qui a entraîné une crise sociale, n'ont pas besoin de connaître une pression fiscale supplémentaire et trop lourd. Alors quelle solution ? Une des solutions, au-delà des partenariats, une des solutions, c'est de penser que dans le cadre des aménagements, il y aura des gares et donc des territoires nouveaux qui prévoiront des aménagements, vous allez avoir de formidables valorisations de terrain. Et la formidable valorisation de terrain doit être au service du financement des infrastructures de ce territoire à desservir. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Vous croyez qu'on va pouvoir aménager sans faire passer des transports collectifs ? Donc il faut que la valorisation aille au financement de ces transports collectifs. Donc on taxe le foncier. C'est la valorisation du foncier, il n'y a pas besoin de taxer. Sa valorisation. Quand vous avez des terrains
dont la valorisation augmente parce qu'ils sont desservis par des lignes de transport et par des gares, vous savez que ça attirera des entreprises, vous savez que les terrains seront valorisés. Et je tiens à rappeler d'ailleurs que dans la loi du Grand Paris, dans les 500 mètres autour des gares, il est prévu que l'État, justement, ait la maîtrise. C'est pourquoi? C'est bien pour trouver des financements. La voie est là. Par rapport à ce développement, on parle des entreprises justement. Est-ce que les entreprises aujourd'hui attendent un petit peu de voir comment la situation va évoluer pour venir s'installer, notamment par exemple du côté du plateau de Saclay? Est-ce que là les entreprises aujourd'hui sont méfiantes et se disent que ce n'est pas forcément une bonne opération que de venir du côté de Saclay parce que le grand métro se fera peut-être pas tout de suite? Tout à fait. L'impact aujourd'hui, la non-décision, je dirais, du grand métro a un impact sur le déménagement des entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire que autant certaines prévoyaient de s'installer soit sur Saint-Quentin, soit sur Saclay, autant aujourd'hui des décisions sont reportées. Un des enjeux aussi qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on a souvent tendance à regarder les entreprises qui arriveraient. S'il n'y a pas de grand métro, j'ai des entreprises sur le territoire de Saint-Quentin qui commencent à me dire... C'est la question que j'allais vous poser et je pensais justement à Renault, au Technocentre qui est implanté à Guyancourt. On connaît les difficultés de Renault et des éventuelles suppressions de postes, mais au-delà de ça, est-ce qu'une entreprise comme Renault, le Technocentre, pourrait disparaître? L'entreprise Renault, au-delà de ses difficultés, c'est toujours plaindre des difficultés de circulation pour ses salariés qui venaient au Technocentre à Guyancourt. Si je peux me permettre, vous en avez d'autres? Sur Saint-Quentin, vous avez une association qui s'appelle Delta Saint-Quentin que nous connaissons bien, dans lequel il y a effectivement EADS, Thales, etc., des très grosses entreprises. Ils ont fait notamment une étude il y a 2 ans sur leurs salariés. Et se sont aperçus que 70% de leurs salariés ne vivaient pas à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est-à-dire que dès maintenant, le besoin de transport supplémentaire existe, puisque la plupart viennent en voiture. Donc le transport est quand même une solution pour eux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils seraient capables de déménager aussi des entreprises parce qu'on n'est pas à côté d'un métro, on n'est pas à côté d'un système de transport fiable. Vous avez mentionné Thales, EADS, donc du côté d'Elancourt, du côté de Guyancourt. Vous me permettrez de poser peut-être la question dans l'autre sens. Je dirais, faisons des entreprises un atout. Quand à Guyancourt, par exemple, le Crédit Agricole décide d'investir sur 20 000 m² supplémentaires et d'accueillir plus de 1000 personnes. Quand, à la redoute de Bouvier, le dernier lot qui peut accueillir un immeuble d'entreprise va se construire. Quand on a des bonnes nouvelles comme ça, eh bien, on le met comme un argument pour dire il faut que la ligne structurante desserve Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est dans ce sens-là qu'il faut le dire. Vous me verrez toujours du côté de la défense du territoire, de son attractivité et de la dynamique portée par les entreprises. Le territoire et les entreprises doivent aller dans ce sens-là. Si on commence à crier au loup alors que la décision n'est pas prise, à mon avis, ce n'est pas la bonne solution. J'ai par exemple trouvé choquant que le député de la première circonscription dise « le Grand Paris, c'est fini ». Le Grand Paris, c'est fini. M. de Mazères a dit c'est fini. Moi, je dis le contraire. Je dis il y a l'enjeu de l'opération d'intérêt national, il y a l'enjeu du plateau de Saclay. Nous sommes les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines à vouloir continuer à porter la dynamique et dire le contraire, c'est pas sérieux. Et en tout cas, c'est dangereux. Alors bien entendu, vous le défendez. Il nous reste très peu de temps. J'ai juste une dernière question. Est-ce que vous, sincèrement, chacun de vous deux qui êtes présents ce soir sur le plateau, vous pensez que le gouvernement y croit encore à ce Grand Paris Express? Parce que c'est ce qui se dit aussi, que le gouvernement a repoussé, qu'il y a eu ce rapport et que finalement, l'idée c'est de botter un petit peu en touche et d'oublier ce qui avait été proposé sous le précédent gouvernement. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Madame la ministre a dit l'intégralité du réseau. Pour la ligne verte, le Premier ministre a dit rappel des enjeux du plateau de Saclay. Aujourd'hui, il doit y avoir des arbitrages. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas que ça soit en repoussant dans le temps. Et néanmoins, les questions de financement restent posées. Et j'ai donné quelques voies. Mais vous avez confiance, en tout cas, la technologie, il faut accepter d'avoir une technologie plus légère. Et la mobilisation et la valorisation des terrains plutôt que l'impôt. Donc vous avez confiance par rapport aux décisions qui seront rendues. En tout cas. On l'a bien entendu. Nous sommes confiants également. Pour une raison simple, c'est que nous sommes tous au milieu du gué. On est obligé d'aller jusqu'au bout. Le Grand Paris est un projet majeur. L'objectif est de placer quand même Paris au niveau international comme une plateforme d'études, de recherche majeure. Un des outils du Grand Paris, sans rentrer dans les détails des autres, c'est l'OIN Paris-Saclay. L'OIN Paris-Saclay, ce n'est pas que Saclay. Le premier point, c'est Saclay jusqu'à Saint-Quentin, Versailles. Donc dans lequel il y a d'un côté la recherche fondamentale, les universités, les grandes écoles, donc la recherche publique. De l'autre côté,
côté Saint-Quentin-Versailles, c'est plutôt de la recherche privée, entreprise. L'enjeu que l'on a aujourd'hui, c'est de faire cohabiter tout le monde et de faire monter la mayonnaise et que l'activité commerciale fonctionne. Et l'outil, et pour la conclusion, l'outil du Grand Métro Express n'est que la colonne vertébrale de tout ce système, donc indispensable à la vie de l'OIN Paris-Saclay. Merci à tous les deux. On va être pris par le temps. On aura l'occasion de revenir sur ce dossier. On reviendra à votre rencontre et vous viendrez aussi sur ce plateau pour vous exprimer, revenir sur ces arbitrages qui seront rendus la semaine prochaine par le gouvernement autour de ce métro du Grand Paris Express. Nous sommes le jeudi. Le jeudi, c'est le jour de l'économie. La page de l'écho avec Claire Cambier dans quelques minutes. Auparavant, une petite pause, musique et danse. Un battle de rap était organisé à Trappes le week-end dernier. Les organisateurs en avaient d'ailleurs parlé sur ce plateau. Le rendez-vous a-t-il tenu ses promesses? Les images de Guillaume Camps. Total Feeling Crew, grand gagnant de la Jam Battle Contest de Trappes. Déjà vainqueurs lors de la 2e édition, les Total Feeling Crew ont su conserver leur titre. La Battle Contest est organisée par l'association Strict Hip Hop. Elle rassemble une centaine de jeunes pour une compétition de hip-hop. Yeah. 14 crews, 14 équipes plus précisément, de 8 qui viennent de France, Maghreb, Belgique, le sud de la France, la Bretagne, qui vont s'affronter l'un contre l'autre pour gagner 400 € à la fin et des lots de vêtements de la marque Campbell. Pour rappel, une battle de hip-hop, c'est un affrontement de danse entre deux équipes à tour de rôle pour un seul vainqueur.